apprenons. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 avril 2020. Nous allons poursuivre avec notre série d'informations, notamment sur le thème 4, intitulé « Les rapports entre la nature et la culture ». Pour aujourd'hui, nous allons revenir sur le grand thème intitulé « Le caractère problématique de la nature humaine ». Qu'est-ce que nous entendons par le caractère problématique de la nature humaine? La fois dernière, nous avons abordé ce même thème, mais en mettant beaucoup plus l'accent sur la dimension naturelle. Pour aujourd'hui, avant de continuer sur la dimension culturelle, j'aimerais d'abord faire le protocole de ce que j'ai dit la fois dernière. Autrement dit, la révision de ce que nous nous sommes dit. Sur la nature humaine, nous avons convoqué 3 philosophes, à savoir Aristote, Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. Ces 3 philosophes ont essentiellement démontré qu'il y avait une prédisposition en l'homme et cette prédisposition était naturelle. Autrement dit, l'homme n'est pas un être culturel, mais il est plutôt un être naturel. La dimension naturelle chez Aristote se dégage du simple fait que, dans son ouvrage intitulé « La politique », Aristote va nous démontrer que l'homme est cet être qui est naturellement prédestiné à vivre en communauté. Donc, vivre en communauté ou en société n'est pas un fait hasardeux, mais plutôt, pense Aristote, un fait déjà prédestiné. L'homme est cet être qui a un désir de curiosité et de savoir. Mais l'homme ne peut pas accéder au savoir sans pourtant s'éloigner de cette qualité de sociabilité. Voilà pourquoi Aristote va déclarer dans son ouvrage intitulé « La politique » ce qui suit, 2 points. On va relever l'affirmation d'Aristote. L'homme est naturellement un animal politique. Si l'on peut faire l'exégèse des propos, ou j'allais dire, chercher à saisir la quintessence de cette affirmation aristotélicienne, nous allons nous rendre compte que la sociabilité ou la disposition de vivre en communauté ne relève pas la disposition de vivre en communauté ou en société ne relève pas de la simple volonté de la nature, mais plutôt l'homme arrive au monde avec cette prédisposition. Donc c'est comme un acquis de l'homme. Il arrive avec cette capacité de vivre toujours au milieu de ses semblables. Au-delà de cela, Aristote va nous démontrer qu'il y a aussi le désir de connaître qui pousse l'homme à aller vers la dimension naturelle. Ce désir de connaissance est inhérent à la nature humaine. À la suite d'Aristote, nous avons convoqué Thomas Hobbes, qui est considéré comme un philosophe de la modernité.
Thomas Hobbes reconnaît lui aussi un caractère naturel en l'homme. Sauf que ce caractère naturel fait de l'homme un être violent. L'homme est par essence violent. L'homme est par essence un être qui arrive, s'il faut circonscrire la position de Hobbes, nous allons repartir dans sa théorie de l'état de nature. Hobbes présente l'état de nature comme un état imaginaire où les hommes vivent de façon anarchique, de façon sauvage, bref, un état où il y a l'absence d'une autorité commune. Finalement, dans cet état de nature, les hommes vont se comporter comme des loups. C'est le plus fort qui va l'emporter sur le plus faible. L'état de nature chez Hobbes devient un état de déresponsabilisation généralisée. Un état où l'homme fait abstraction de sa raison pour faire valoir en quelque sorte les instincts. Il y a comme un désir. La fois dernière, j'avais déjà signifié, c'est un désir insatiable. Le désir insatiable chez Thomas Hobbes, c'est cette volonté de s'affirmer sur les autres. Or, si un homme veut s'affirmer sur les autres et qu'il y a d'autres également qui veulent s'affirmer, automatiquement les loups ou les hommes basculent dans un état de guerre. Donc, la nature humaine fait de l'homme un être violent parce que cet homme a cette prédisposition à faire toujours du mal aux autres. Voilà pourquoi, dans son ouvrage intitulé « Le Léviathan », que je tiens par devant moi, Hobbes va démontrer qu'il y a une guerre éternelle entre les humains. Et cette guerre ne peut se terminer que lors du passage vers l'état de société qui est un état de liberté. Mais l'état de société, c'est comme un état B qui constitue déjà un état de culture parce que l'homme va vivre selon un autre mode de vie. Un mode de vie qui n'est pas naturel, mais un mode de vie qui est imposé. Par conséquent, chez Hobbes, la nature humaine, de façon résumée, fait de l'homme un être violent, un être cruel, un être agressif, un être qui est prêt à tout. Bref, chez Hobbes, la paix ne peut pas régner à l'état de nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais à la suite de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, qui est un philosophe de lumière, parce qu'il est du XVIIIe siècle, qui est un philosophe français, va s'opposer à la conception hobbesienne en démontrant que la position de Hobbes n'est pas une position confortable. Pourquoi? Parce qu'en quoi Rousseau, dans son ouvrage intitulé « Du contrat social », Rousseau va nous démontrer que l'homme a une nature, mais cette nature, contrairement à Hobbes, fait de lui un être sociable, un être paisible, un être qui ne fait pas preuve de violence, mais plutôt un être qui est destiné à vivre de façon sauvage. Par conséquent, Rousseau dira donc, dans son ouvrage intitulé « Du contrat social », Rousseau va affirmer, chez Thomas Hobbes, je vous ai présenté le livre tout à l'heure, c'est le Léviathan, chez Rousseau, le titre de l'ouvrage c'est « Du contrat social ». Dans du contrat social, Rousseau va dégager une position. L'homme naît bon, la société le corrompt. Qu'est-ce qu'on entend par cette affirmation? On ne dit pas l'homme naît, l'homme naît. L'homme naît bon,
virgule, la société le Coran. Là aussi, nous allons faire l'exégèse de la pensée de Rousseau. Mais si vous tombez dans une confusion de vouloir comparer la position rousseauiste à la position hobbesienne, vous serez complètement hors sujet au bac. Pourquoi? Parce que l'objectif ici, même si les deux philosophes s'opposent dans leur conception, mais votre objectif, c'est de dégager la dimension naturelle dans les deux. Les deux reconnaissent que l'homme est un être naturel. Et c'est ce qui vous intéresse. Tout comme Aristote a une position tendant vers la naturalité. Donc ne rentrez pas dans les détails de comparer la position hobbesienne à la position rousseauiste. L'homme naît bon. L'homme arrive naturellement avec cette prédisposition de faire toujours le bien à ses semblables. C'est ce que Rousseau appelle par né bon. Donc depuis la naissance, l'homme a cette qualité, a cette capacité de toujours faire du bien aux autres, d'être un être altruiste, j'allais dire un être de sympathie ou un être qui a l'amour de ses semblables. La société, le Coran, c'est quand cet homme décide d'aller vers l'état de société que cet homme va retrouver les difficultés, que cet homme sera transformé, que cet homme va porter les vices. L'homme qui avait des qualités va devenir un être vicieux. Pourquoi il va devenir vicieux? Parce que tout simplement, cet être a décidé de quitter l'état de nature pour aller vers l'état de société. Pense Jean-Jacques Rousseau. Voilà ce que je peux dire sur ce que nous nous sommes dit la dernière fois avec Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. Avant de continuer ou de passer sur la dimension culturelle de l'homme, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a une préoccupation ou une zone d'ombre. Il y a une partie du cours que tu n'as pas saisie. Parce que le but de ma présence ici, c'est l'élucidation de ce cours. Donc là où vous avez des doutes, où vous avez des soucis ou des inquiétudes, n'hésitez pas de me poser des questions. Oui? Qui a un souci ou une préoccupation ou qui a une question parmi vous? Oui, les demoiselles. S'il n'y a pas de questions, je peux conclure que pas de nouvelles signifie bonne nouvelle. Donc on peut avancer, ou bien il y a quelqu'un qui a une préoccupation. Voilà. Comme il n'y a pas de questions, nous allons cette fois-ci aborder la dimension culturelle. Oui, monsieur, merci. Oui, nous nous sommes arrêtés sur Hobbes. Je n'ai pas encore commencé avec la dictée. Je suis encore au niveau des explications. Quand je vais dicter, nous allons d'abord nous appesantir sur la dimension naturelle, finir le petit paragraphe qui manque, avant de continuer avec la série d'informations par la dimension culturelle. Mais nous sommes encore au niveau de l'exposé. Qui a un souci? Pas de souci majeur, on peut avancer. Sans plus tarder à la ligne, vous pouvez noter ce qui suit. Nous sommes arrêtés sur l'affirmation de Hobbes, qui déclare que l'homme est un loup pour l'homme. Mais j'aimerais vous rappeler quand même
que le loup est un animal qui est caractérisé par l'agressivité, par la violence. Ce n'est pas pour rien que Thomas Hobbes, pour revenir à Hobbes, ce n'est pas pour rien que Thomas Hobbes utilise l'expression de loup pour vouloir montrer le caractère violent de l'homme. Hobbes utilise le loup parce que le loup est un animal qui peut dévorer les autres. C'est un animal qui, quand il rencontre les autres dans la jungle, un animal féroce. Et Hobbes dit, l'homme est un loup pour l'homme. C'est comme si l'homme est agressif vis-à-vis de son semblable. L'homme est méchant, l'homme est violent vis-à-vis des autres. Et cela s'illustre dans les nombreux exemples que vous pouvez tirer de votre vie quotidienne. Dans la société, vous voyez comment la violence arrive parfois à prendre le dessus sur la raison. Où pour un rien, l'homme peut déraisonner pour poser des actes qui relèvent de la bassesse ou de la barbarie. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer après l'affirmation de Hobbes. À la ligne, pour Thomas Hobbes au tableau, le Léviathan également au tableau. Pour Thomas Hobbes, virgule, l'homme est cet être qui est caractérisé. L'homme est cet être qui est caractérisé par une volonté de dominer les autres, virgule, de s'affirmer, par une volonté de dominer les autres, virgule, de s'affirmer. Point. Voilà pourquoi la lutte va s'installer entre les hommes. Voilà pourquoi la lutte va s'installer entre les hommes. Voilà pourquoi la lutte va s'installer entre les hommes. Car la violence a ses limites. Car la violence a ses limites. Car la violence a ses limites. Vous mettez un point à la ligne. Cette conception hobbesienne au tableau. Cette conception hobbesienne va subir une déconstruction de la part de Jean-Jacques Rousseau. Va subir une déconstruction de la part de Jean-Jacques Rousseau. Va subir une déconstruction de la part de Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau au tableau. Une déconstruction de la part de Jean-Jacques Rousseau. Pour qui, virgule, de Jean-Jacques Rousseau, pour qui, une déconstruction de la part de Jean-Jacques Rousseau, virgule, pour qui, virgule, l'homme est essentiellement un être débonnaire. L'homme est essentiellement un être débonnaire. Débonnaire au tableau. L'homme est essentiellement un être débonnaire. L'homme est essentiellement un être débonnaire et perfectible. Un être débonnaire et perfectible. Monsieur, comment on vous appelle? Elion. Tu as changé de place, pourquoi? Je vois déjà comment monsieur Elion me regarde. Parce qu'il n'a pas saisi la quintessence du mot débonnaire. Très bien. Moi-même, j'ai compris. Même s'il n'a pas voulu poser la question, je savais que j'allais décortiquer la quintessence de ce concept. Mais j'ai déjà vu le visage de monsieur Elion. Dans le mot débonnaire, quel est le concept que nous pouvons retrouver? Si on peut sconder ce concept, on peut soutirer quel concept? Bon. Débonnaire, nous avons le mot bon. C'est un être qui vise toujours le bien des autres. Comme je venais de dire tout à l'heure, pour utiliser l'expression de Jean-Paul Sartre, je parlerai d'un être sympathique. Ce n'est pas une expression de Rousseau, mais une expression qui veut dire la même chose. Un être sympathique, c'est un être qui ne veut pas voir l'autre souffrir, mais un être qui vise essentiellement à aider. Et ici, toujours dans le mot débonnaire, on peut retrouver le concept de bonté. Très bien, bonté. Or, un être de bonté, par essence, c'est un être qui est bon. Bon du point de vue comportemental, du point de vue de son agir, du point de vue de la manière de poser des actes. C'est un être débonnaire. Voilà les concepts que nous pouvons soutirer de ce concept de débonnaire. Bonté ou bon. Et par rapport à la philosophie de Rousseau, vous constatez que ce concept épouse même la philosophie de Rousseau, qui vise essentiellement à montrer le caractère sympathique, le caractère non violent de l'homme à l'état de nature. C'est un homme qui vit de façon paisible. Rousseau utilise même cette expression. Paisible, ça veut dire tout est calme à l'état de nature, contrairement au caractère violent de Hobbes. Mais, je reprécise, parce que la démarcation entre Hobbes et Rousseau ne doit pas vous faire penser qu'il faut énumérer la contradiction, mais plutôt montrer que les deux philosophes reconnaissent la nature, sont les défenseurs de la dimension naturelle en l'homme. Donc, si à l'examen, vous avez par exemple un sujet sur la nature et que vous mettez Aristote et Rousseau dans la thèse, Hobbes se retrouve dans l'antithèse, c'est un autre sujet bien traité, je vous répète. Vous n'aurez pas l'examen. Pourquoi? Parce que Aristote, Hobbes et Rousseau épousent la même conception dès lors que tous ces trois philosophes se présentent comme des défenseurs de la nature humaine.
malgré les nuances. Mais les nuances ne peuvent pas enlever la qualité intrinsèque de ces philosophes. Parce que vous reconnaissez comme moi que la philosophie est essentiellement contradictoire. On peut dire la même chose, mais tout en utilisant des arguments autres. Voilà la dimension naturelle. Voilà la dimension naturelle. Donc on va revenir sur Jean-Jacques Rousseau. Je me suis arrêté juste pour vous faire comprendre le concept de débonnaire et de perfectible. Perfectible qui tend vers la perfection. Vous mettez un point. Il est par nature. C'est l'homme. Il est par nature. Il est par nature disposé à faire le bien. Il est par nature disposé à faire le bien. Il est par nature disposé à faire le bien. Il est par nature disposé à faire le bien. Il est par nature disposé à faire le bien. Il est par nature disposé à faire le bien. Point. Ainsi, virgule, la méchanceté humaine, méchanceté au tableau, la méchanceté. Ainsi, la méchanceté humaine, ainsi, la méchanceté humaine, ainsi, la méchanceté humaine n'est pas chez lui un fait naturel. Voilà la position de Rousseau. La méchanceté humaine n'est pas chez lui. La méchanceté humaine n'est pas chez lui un fait naturel. Cette phrase doit interpeller votre conscience parce que c'est le résumé de la pensée de Rousseau. Hobbes dit que la méchanceté est naturelle. Mais Rousseau dit la méchanceté n'est pas un fait naturel. N'est pas un fait naturel, virgule, mais l'expression de son insertion. Mais l'expression de son insertion dans la société. Mais l'expression de son insertion dans la société. L'expression de son insertion dans la société. Que veut dire s'insérer? Ou que veut dire le mot insertion? Je suis en face des élèves de la terminale A qui sont des ambassadeurs de la langue française. Donc, je peux appréhender ce concept par vous. Oui, monsieur Lyon. Insertion peut être comprise par intégration. L'intégration. Très bien, monsieur Elion. L'insertion. L'insertion dans la société. Ça veut dire l'intégration. Quelqu'un qui quitte ici, qui quitte le Congo, qui se retrouve en France, peut s'insérer. C'est-à-dire ton intégration. Très bien, le concept, c'est même ce concept qu'il fallait. Insertion est égal à intégration. Voilà. Mais l'expression de son insertion dans la société. Vous mettez un point. C'est ainsi que dans son ouvrage intitulé « Du contrat social » au tableau, c'est ainsi que dans son ouvrage intitulé « Du contrat social » que je tiens par devers moi, un petit ouvrage, c'est ainsi que dans son ouvrage intitulé « Du contrat social », Rousseau déclare
2 points, on ouvre les guillemets. Du contrat social, Rousseau déclare, 2 points, on ouvre les guillemets. L'homme n'est bon, l'homme n'est bon, l'homme n'est bon, virgule, c'est la société qui le corrompt. L'affirmation était tout à l'heure au tableau. Le verbe corrompre. Corrompt au tableau. L'homme n'est bon, c'est la société n'est. Le verbe net. L'homme n'est bon, virgule, c'est la société qui le corrompt. J'ai tout à l'heure expliqué le mot corrompre, qui veut dire dénaturer, transformer, une modification dans le mauvais sens. C'est ce qui veut dire corrompre. L'homme qui était bon, la fois dernière, je vous ai pris un exemple papa pour vous permettre de comprendre. Je vous ai parlé d'un bébé noir. Il n'est pas né bébé noir, mais c'est dans la société qu'il arrive à copier ou à prendre ses habitudes. Il n'est pas né comme tel, parce qu'on n'a jamais vu le bébé avoir des bons ou des mauvais comportements. Le bébé, c'est comme un innocent, mais c'est le fruit de l'environnement, le fruit de son insertion dans la société. Si tu t'insères dans un mauvais groupe, tu peux prendre ses habitudes. Voilà ce que Rousseau veut véhiculer comme un message. Tout ce que vous avez comme connaissance aujourd'hui, pour Jean-Jacques Rousseau, c'est le fruit de votre insertion dans la société. Au CP1, vous n'avez pas la même connaissance que vous avez aujourd'hui. D'où nous allons tout à l'heure réaliser le passage vers la dimension culturelle. Vous mettez un point. L'homme n'est bon, la société le corrompt. Si vous voulez, à la fin, entre parenthèses, vous mettez du contrat social. Après les guillemets. Si vous n'avez pas énuméré avant, vous avez 2 possibilités. Soit vous dites, Rousseau dans du contrat social déclare, 2 points, vous soulignez le titre des ouvrages, vous voyez ici, je souligne toujours, même le jour de l'examen, vous devez souligner. Pas les noms des philosophes, mais les titres des ouvrages. Quand le professeur corrige, il voit une expression soulignée, il sous-entend que c'est le titre d'un ouvrage. Maintenant, si vous soulignez le nom d'un philosophe, ce n'est pas dit par moi. Là, c'est une invention propre à vous. Donc, soit vous dites Rousseau dans du contrat social déclare, vous mettez les guillemets, l'affirmation est là. Si vous avez oublié le titre de l'ouvrage, vous pouvez dire Rousseau déclare, vous mettez l'affirmation à la fin, vous mettez les parenthèses. À la fin des guillemets, là où on ferme les guillemets, c'est là où vous mettez les parenthèses. Voilà. Donc, mettez un point à la ligne. Quoique possédant les éléments naturels, quoique possédant les éléments naturels, quoique possédant les éléments naturels, virgule, l'homme est plus défini par la culture. 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 L'homme est plus défini par la culture.
L'homme est plus défini par la culture. Quoique possédant des éléments naturels, virgule, l'homme est plus défini par la culture. Point. Nous allons cette fois-ci voir la dimension culturelle. Donc vous mettez le petit 2, l'homme, virgule, un être culturel. Entre parenthèses, là nous avons Karl Marx. Nous avons Lucien Malleson. Quel est le titre de l'ouvrage de Lucien Malleson? Le titre de l'ouvrage, c'est Les enfants sauvages de Lucien Malleson. Voilà, l'homme, un être culturel. Vous allez d'abord déposer vos stylos. On doit décortiquer la dimension culturelle. Il faut d'abord retenir que la culture, avec Karl Marx, la culture c'est comme le prolongement ou l'affirmation de l'homme par le travail. Ce qui fait que l'homme soit culturel, c'est que l'homme de la nature était un être qui est tombé dans un environnement. Et nous avons défini la nature comme étant le déjà existant. Ou j'allais dire, ce qui est donné. Or, la culture, c'est le fait de dépasser, le fait de créer, le fait d'inventer, et cela nécessite le travail. Le travail est donc l'élément par lequel l'homme dépasse ses propres limites. L'homme s'affirme dans la société. Un être, pour se reconnaître comme étant un humain, doit forcément travailler. Mais en travaillant, l'homme transforme même sa propre nature. Il devient par conséquent culturel. Pourquoi il devient culturel? La culture, c'est comme la deuxième identité de l'homme. L'homme a une première identité qui est donnée par la nature, qui fait de lui un être naturel, mais la deuxième identité doit être une identité que l'homme doit négocier lui-même. Mais comment l'homme doit négocier cette identité? C'est par le travail. Et par conséquent, le travail peut constituer même l'acte de naissance de l'homme. L'homme peut avoir réellement de la valeur en travaillant, pour anticiper. Puisque après savoir aborder la dimension de la culture, je peux déjà créer un pan entier, ou j'allais dire un lien séminal, avec le sous-point qui va suivre, intitulé « La notion du travail ». Là où on va voir la double dimension du travail. Le travail comme facteur d'aliénation, mais aussi le travail comme libération. Mais pour l'heure, étant sûr, le travail, Karl Marx va nous montrer que la véritable condition humaine ne commence que dès lors que l'homme commence à travailler. Que dès lors, l'homme commence à fabriquer des outils. Dès lors que l'homme commence à produire. Par conséquent, le travail donne à l'homme un pouvoir grandissant sur la nature. C'est comme un dépassement de la nature. Karl Marx, dans la 6e thèse sur Feuerbach, va déclarer que la vie, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Mais l'ensemble des rapports sociaux ne peut pas. On ne peut pas parler des rapports sociaux sans pourtant qu'il y ait le travail. C'est par le travail, en faisant abstraction de la nature, que l'homme peut se retrouver à cette dimension. À la suite de Karl Marx, nous avons énuméré Lucien Malleson, qui va démontrer que l'homme ne peut être culturel que dès lors qu'il décide de s'instruire ou de s'éduquer. L'éducation est un moyen par lequel
l'homme peut s'instruire. L'homme peut aller au-delà de sa propre dimension. L'homme peut créer. Lucien Malson, dans son ouvrage intitulé Les enfants sauvages, va nier donc la nature humaine. Puisque pour lui, la vraie nature de l'homme, c'est cette nature qu'il va se donner. Mais l'homme va se donner cette nature comment? En travaillant, en s'instruisant, en s'éduquant finalement. Malson dira, dans son ouvrage toujours, que je viens de citer, Les enfants sauvages, l'homme n'a point de nature, il a ou est plutôt une histoire. Mais comment l'homme est une histoire? Parce que l'homme est appelé à se construire. L'homme est appelé à se créer lui-même. L'homme est appelé à se façonner. Mais cet homme ne peut que se façonner par le travail, en s'engageant, pas en croisant les bras. Au-delà de ces deux philosophes, je peux convoquer un troisième, Jean-Paul Sartre, qui lui aussi, philosophe existentialiste, dans son ouvrage intitulé L'existentialisme est un humanisme, va refuser une nature humaine. Il n'y a pas une nature déjà préétablie. Sartre va démontrer que c'est chaque homme qui doit construire sa nature. En s'engageant, l'homme n'est qu'un projet qui doit s'accomplir. Mais ce projet, pour se réaliser, passe par le travail, passe par le choix, passe par l'acte, l'action. Et finalement, l'homme est une liberté qui se choisit. Sartre va refuser la nature humaine parce que pour lui, la véritable nature de l'homme, c'est celle que l'homme lui-même doit se donner. L'homme doit se donner les moyens pour avoir cette nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais cette nature, demain, mademoiselle, tu peux devenir ministre. Mais ce n'est pas en croisant les bras que tu deviendras ministre. Sartre dit, c'est parce que tu t'es engagé, parce que tu as travaillé. Il dira, la nature humaine n'existe pas puisqu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir. Déjà que la notion de Dieu est un concept, entre guillemets, vide de sens dans la philosophie de Sartre. Parce que c'est à l'homme de donner un sens à sa vie. Ce n'est pas attendre un Dieu quelconque. Partant de cela, Hobbes n'est pas pour une nature déjà préétablie. La véritable nature humaine, c'est celle que l'homme doit lui-même se donner. Nous allons avancer et revenir sur les explications. Sauf s'il y a un souci. S'il y a une préoccupation, n'hésitez pas les amis. Je suis là pour élucider tout ce que vous avez comme zone d'ombre. Donc n'ayez pas d'hésitation, n'ayez pas de peur. Oui, monsieur Lyon. Merci. Donc l'homme est un être culturel. À la ligne, l'homme se définit en partie. L'homme se définit en partie par rapport à ses réalisations. L'homme se définit en partie par rapport à ses réalisations. L'homme se définit en partie par rapport à ses réalisations. Par rapport à ses réalisations. Virgule. C'est-à-dire ce qu'il fait. C'est-à-dire ce qu'il fait. C'est-à-dire ce qu'il fait. Et non ce qu'il fait, et non par ce qui est fait en lui. Et non par ce qui est fait en lui. Qui peut tenter de m'expliquer la différence entre ce qu'il fait et ce qui est fait en lui? Ce qui est fait.
Qui peut tenter de me dégager la différence entre ce qu'il fait et ce qui est fait en lui? Vous allez voir que nous allons retrouver deux concepts majeurs. Ce qu'il fait, on peut retrouver quel concept? Oui, monsieur? Très bien, monsieur, très bien. Ce qu'il fait, donc tu as bien compris le cours. Je suis très content. C'est culturel. Ce qui est fait en lui. Ce qui est naturel. Parce que depuis la naissance, il vient avec. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est fait, ce qu'il fait, c'est son action. C'est ce qui fait de lui un être culturel. Maintenant, ce qui est fait en lui, puisque ce n'est pas lui qui a fait, donc c'est naturel, il est venu déjà avec. Je vous remercie. Ces expressions me donnent la possibilité de vérifier que vous comprenez le cours. Et non par ce qui est fait en lui. Point. Ce qui signifie qu'il est un être culturel. 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 Virgule. Car il crée des lois. Car il crée des lois pour organiser la société. Car il crée des lois pour organiser la société. Il crée des lois pour organiser la société. Car il crée des lois pour organiser la société et exerce des activités pour améliorer les conditions d'existence. Et exerce des activités pour améliorer les conditions d'existence. Pour améliorer les conditions d'existence. Pour améliorer les conditions d'existence. Point. À la ligne, selon Karl Marx au tableau, selon Karl Marx, virgule, la véritable condition humaine commence avec la fabrication des outils. Commence avec la fabrication des outils. Avec la fabrication des outils de travail. Commence avec la fabrication des outils de travail. Point. Selon lui, virgule. L'être humain se définit par le travail. 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 En tant qu'activité de la culture. 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 Point.
C'est par le travail que l'homme se distingue de l'animal. C'est par le travail que l'homme se distingue de l'animal. C'est par le travail que l'homme se distingue de l'animal et dépasse ses propres limites. C'est par le travail que l'homme se distingue de l'animal et dépasse ses propres limites. Que l'homme se distingue de l'animal et dépasse ses propres limites. Que l'homme se distingue de l'animal et dépasse ses propres limites. Point. En travaillant, virgule, l'homme invente un nouveau monde. Très bien. En travaillant, l'homme invente un nouveau monde. Comment on appelle le monde que l'homme invente? Le monde culturel ou le monde comment? Il y a un autre concept qu'on utilise. Matériel, non. Il y a un autre concept qui est beaucoup plus utilisé. Non, pas le monde politique. Qui peut avoir une idée? Le monde culturel peut être encore appelé comment? Non, c'est un monde artificiel ou fabriqué. Mais c'est fabriqué par l'homme. Artificiel. Ou fabriqué. Vous comprenez les deux concepts? Fabriqué parce que c'est créé par l'homme lui-même. Artificiel, nous avons artifice. Ce qui est artificiel, c'est ce que l'homme a créé, ce que l'homme a inventé. On peut considérer le monde comme naturel. Parce que ce n'est pas toi. Pour preuve, tu vas mourir, le monde va continuer à exister. Mais ce que l'homme crée a une durée donnée. Après quelques années, si tu reviens après 50 ou 100 ans, tu ne retrouveras plus là où tu avais l'habitude de t'asseoir. Le bon finira par s'abîmer. Parce que c'est culturel. C'est pour une durée donnée. Voilà pourquoi la culture est encore appelée. Donc si on vous dit, l'homme est-il artificiel le jour du bac? Il n'y a pas à dire qu'on n'avait pas vu ça. Il faut prendre artificiel, vous remplacer par le concept culturel. Voilà les pièges. Tout comme le jour de l'examen, ne t'attends pas qu'on puisse dire, l'homme est-il naturel? Non. L'homme est-il le produit de l'hérédité? Point d'interrogation. Vous pouvez relever déjà ce sujet que vous allez traiter à la maison comme sujet de culture pour essayer de voir si vous avez compris le cours. Et je vais vérifier. L'homme est-il le produit de l'hérédité? L'hérédité au tableau. L'homme est-il le produit de l'hérédité? L'hérédité au tableau. L'homme est-il le produit de l'hérédité? Ceux qui étaient là la fois dernière, qui ont suivi le cours, par le mot hérédité, peuvent déjà savoir. Voilà. Je ne peux pas aussi expliquer. Si j'explique, je risque de vous faciliter encore la tâche. Or, le but, c'est de voir vous êtes bloqué à quel niveau. Donc, un monde nouveau ou un nouveau monde. 2 points, la société. La société est donc l'expression de la culture humaine. La société est donc l'expression de la culture humaine. La société est donc l'expression de la culture humaine. Et donc l'expression de la culture humaine.
La société est donc l'expression de la culture humaine. Voilà pourquoi, dans les thèses sur Feuerbach, vous allez dans les thèses sur Feuerbach, thèse sur Feuerbach au tableau. Je précise que c'est la 6e thèse. Dans les thèses sur Feuerbach, vous pouvez écrire 6e thèse. Je vais bien écrire, ne vous en faites pas. Dans les thèses sur Feuerbach, je précise quand même que c'est la 6e thèse, virgule, Marx affirme, 2 points, on ouvre les guillemets. Marx affirme. Marx affirme. 2 points, on ouvre les guillemets. L'essence humaine. L'essence. L'essence humaine n'est pas une abstraction. Abstraction au tableau. Nous allons expliquer ce concept par rapport à son sens dans la phrase. Si on peut lâcher une définition, ça risque de nous échapper. Donc, finissons d'abord la phrase et nous allons expliquer le mot abstraction. Parce que hier, c'est M. Mohamed qui m'a fait savoir ici que la culture, tout comme la nature, étaient des concepts polysémiques. Donc, tout comme abstraction peut être aussi polysémique. Mais nous allons définir abstraction par rapport à son contexte ou à son sens dans la phrase. Voilà. Donc, je dis, l'essence humaine n'est pas une abstraction à l'individu isolé. L'essence humaine n'est pas une abstraction à l'individu isolé. L'essence humaine n'est pas une abstraction à l'individu isolé. 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 À l'individu isolé. Point. Dans la société, virgule, dans la société, virgule, elle est l'ensemble. Elle, mise pour le sens, hein. Elle est l'ensemble des rapports sociaux. Elle est l'ensemble des rapports sociaux. Vous fermez les guillemets.
Et là, on peut faire l'exégèse de toute la pensée pour permettre aussi à M. Mohamed de saisir la quintessence du concept d'abstraction. Je reprends la citation au tableau et nous allons décortiquer ensemble. L'essence humaine n'est pas une abstraction. N'est pas une abstraction à l'individu. Isolé. Point. Dans la société. Dans la société, qu'est-ce qui ne va pas? Dans la société, virgule, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Voilà l'affirmation. Je vais relire l'affirmation. L'essence humaine n'est pas une abstraction à l'individu isolé. Dans la société, virgule, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Donc, nous avons une affirmation au tableau. Monsieur Lyon, nous avons une affirmation. Ça nécessite un peu beaucoup plus d'attention. L'essence humaine n'est pas une abstraction à l'individu isolé. On ne peut pas prendre la nature humaine, ce n'est pas le fait de prendre un homme qui se retrouve seul, un homme isolé. La véritable nature de l'homme, c'est de ne pas mettre l'homme abstraction. Abstraction signifie quoi? Mettre à l'écart, très bien. Je fais abstraction de ce garçon parce qu'il me dérange. En classe, ça veut dire quoi? Je vais le mettre à l'écart, il sera là, mais je ne peux plus le gérer. Même quand je pose des questions, vous ne répondez pas, lui lève le doigt, je ne le gère pas. Je préfère répondre encore moi-même. Faire abstraction signifie négliger ou écarter. Se passer de quelque chose, très bien. Et ici, l'essence humaine n'est pas une abstraction à l'individu isolé. Dans la société, elle est l'ensemble des rapports sociaux. La véritable nature humaine, c'est de vivre en communauté. Dit Karl Marx. Il rejoint un peu, pour ne pas dire il rejoint la position d'Aristote. Mais sauf que la différence avec Aristote, c'est que lui, il est pour la culture. Est-ce que je me fais comprendre? Mais le fait de dire rapports sociaux, l'ensemble des rapports sociaux, c'est tel que vous êtes là. Vous constituez les rapports sociaux. Tous les rapports que vous tissez dans la vie. Donc, voilà la position de Karl Marx. Un homme qui est seul ne peut pas prétendre atteindre l'essence humaine. La véritable essence, c'est quand l'homme se met dans une communauté. Quand l'homme se met à la disposition des autres. Vous fermez les guillemets, mettez un point à la ligne. Dans cette même perspective, virgule, Lucien Malson
Lucien Malson. Lucien Malson, dans son ouvrage intitulé Les enfants sauvages, Les enfants sauvages, dans son ouvrage intitulé Les enfants sauvages, dans son ouvrage intitulé Les enfants sauvages, pense qu'il n'existe pas une nature humaine. 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 Virgule. L'homme est le fruit de l'éducation. L'homme est le fruit de l'éducation. Virgule, de l'instruction. L'éducation au tableau. Virgule, de l'instruction. L'homme est le fruit de l'éducation. Virgule, de l'instruction. Point. Il est donc le produit de ses propres créations. Il est donc le produit de ses propres créations. Il est donc le produit de ses propres créations. Il est donc le produit de ses propres créations. Il est donc le produit de ses propres créations. Il est donc le produit de ses propres créations. Autrement dit, virgule, produit de ses propres créations, virgule, autrement dit, virgule, ce qui le fait, il s'agit d'un homme, ce qui le fait, c'est l'ensemble de toutes ses activités culturelles. Ce qui le fait, c'est l'ensemble de toutes ses activités culturelles. Ce qui le fait, c'est l'ensemble de toutes ses activités culturelles. Virgule. Lesquelles lui permettent d'écrire son histoire. Lesquelles lui permettent, donc ce sont les activités, lesquelles lui permettent d'écrire son histoire. Lesquelles lui permettent d'écrire son histoire. Lesquelles lui permettent d'écrire son histoire. Point. D'où le sens de sa célèbre formule. 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 Deux points, on ouvre les guillemets. L'homme n'a point de nature. L'homme n'a point de nature. L'homme n'a point de nature.
L'homme n'a point de nature. Virgule, il a ou est plutôt une histoire. Une histoire. Vous fermez les guillemets. On va tenter aussi de décortiquer la pensée de Lucien Malleson tout à l'heure. On va relever l'affirmation de Lucien Malleson encore. Remettre cette affirmation au tableau. L'homme n'a point de nature. Il a ou est plutôt une histoire. L'homme n'a point de nature. Vous savez que le point remplace le pas. Ça revient au même. Entre celui qui dit l'homme n'a point de nature et celui qui dit l'homme n'a pas de nature, c'est la même chose. C'est juste un problème de style et d'expression. Lucien Malleson dit l'homme n'a point de nature. Ça veut dire que la nature humaine n'existe pas. De façon simple, c'est ça. La nature humaine n'existe pas. Il a ou, qui veut dire ou bien, il a ou est plutôt une histoire. Pourquoi Malleson pense que l'homme est une histoire? Parce que l'homme est appelé à se construire. Parce que l'homme est appelé à se créer. Parce que l'homme est appelé à se donner une deuxième nature qui, aux yeux de Malleson, apparaît comme étant une vraie nature qui finalement fait de lui un être culturel. Pour dire que, en analysant la pensée de Malleson, ça me fait penser à un philosophe, Aristote, qui dit « Rien n'est simple dans la nature, tout est complexe ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous ne pouvez pas retrouver quelque chose de facile. C'est à vous de vous battre pour trouver ce que vous voulez. Rien n'est simple au fond. C'est comme le cas de Malleson ici. L'homme n'a point de nature. Il n'a pas une nature déjà préétablie ou fixée. Et Malleson se présente comme le véritable prédécesseur de Jean-Paul Sartre sur cette question de la nature. Parce que Sartre, je suis sûr que Malleson ne fait que mettre Sartre sur le droit chemin par rapport à ses propos. Voilà, c'est la même position que Jean-Paul Sartre va partager. Et j'espère que quand tu fais quelque chose, tu t'engages à faire quelque chose, tu deviens culturel. Pourquoi tu deviens culturel? Parce que le bâtiment dans lequel nous nous retrouvons, il y a 10 ans de cela, ce bâtiment n'existait pas. Donc ce bâtiment peut être considéré comme le fruit de la culture. Parce que c'est le fruit de l'intelligence de l'homme. C'est une construction humaine. Ce n'est pas sorti du néant, où on s'est réveillé un bon matin, on a vu, le bâtiment existe. Mais c'est le fruit d'une construction de l'homme. Voilà, l'homme n'a point de nature.
Donc chaque homme, la deuxième partie, c'est ce que ça veut dire. Il a ou est plutôt une histoire. Chaque homme doit écrire son histoire. Chaque homme doit construire. Mais cette construction n'est possible que par le travail, par l'engagement. Ce n'est pas en croisant les bras que tu vas écrire l'histoire. Bon, mais là, tu peux aussi écrire l'histoire dans le mauvais sens, en étant paresseux. Tu écris l'histoire, mais dans le mauvais sens, bien sûr. Mais sinon, que si tu veux écrire ton histoire dans le bon sens, il faut travailler. Voilà la quintessence qu'on peut donner à l'affirmation ou à la position de Malson. Si tu suis l'introduction de notre cours, de tous les autres êtres, l'homme est le seul qui détient la faculté de raisonner. De surtout connaître, le désir de connaître. Vous n'avez jamais vu les abeilles aller à l'école. Je vous ai pris l'exemple hier des moutons. Qui, quand ils traversent l'avenue, ou avant-hier, quand ils traversent l'avenue, dès que le premier traverse, les autres doivent nécessairement travailler. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Mais nous faisons partie de la même catégorie. Les êtres vivants. Mais, à une seule différence, c'est que nous possédons la raison. Toi, si on tire tout à l'heure, tu tombes, je crois qu'il y aura des débandade ici. Pourquoi? Parce que notre raison va dire qu'il y a danger. Mais les animaux, voyez les pigeons, vous jetez l'arachide, il y a un pigeon qui arrive, tu arrives à mettre ton d'un piège, les autres vont s'envoler. Mais après quelque temps, si tu jettes encore l'arachide, ils vont revenir. Parce qu'il n'y a pas de raison. Mais un homme, là où le premier est tombé, s'en ira pour de bon. Parce que tout simplement, il y a la raison. Et c'est cette raison qui fait que l'homme puisse travailler. Que l'homme puisse avoir la volonté d'aller de l'avant. C'est cette raison également qui nous pousse à avoir plus de connaissances que les autres êtres. Donc, à la ligne, selon Malson, virgule, selon Malson, virgule, selon Malson, virgule, l'homme est naturellement un être démuni. L'homme est naturellement un être démuni. Un être démuni. Un être démuni. Démuni. Un être démuni. Que veut dire démuni? Vulnérable? Non. Quelqu'un qui est dépourvu d'un certain nombre de biens. Tu es démuni. Ça veut dire que tu es issu, par exemple, d'une famille pauvre. Vous n'avez rien chez vous. Vous avez seulement le minimum. Il y a des familles qui vivent dans la précarité. On peut dire que ce sont des enfants démunis. De façon simple, on utilisera l'expression les pauvres. L'homme est un être démuni ou dépourvu. Ou dépourvu. Un être démuni ou dépourvu. Virgule. Il devient réellement homme. Il devient réellement homme par l'histoire et la société. Il devient réellement homme par l'histoire et la société. Il devient réellement homme par l'histoire et la société. Il devient réellement homme par l'histoire et la société. Point. C'est dire que l'homme se distingue. L'homme se distingue par la culture,
L'homme se distingue par la culture. L'homme se distingue par la culture. L'homme se distingue par la culture, virgule, elle l'humanise. Que veut dire humaniser? Elle l'humanise. Très bien, rendre humain. Tu existes, tu es un homme. Mais avoir, ici, le mot humaniser donne le sens d'un vrai homme. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de faux hommes. Mais il y a des hommes qui n'ont pas de valeur parce qu'ils ne font absolument rien. Mais rentrer dans le carré d'un être humanisé, un homme instruit, un homme qui raisonne, un homme avec les moyens, c'est la culture qui te met dans ce carré. Donc je dis, elle l'humanise et le particularise des animaux. Et le particularise. Et le particularise. Que veut dire particulariser? Qui peut tenter d'expliquer? Et le particularise des animaux. Très bien. Arrive à le différencier. Puisque j'ai bien dit, avec les animaux, nous avons un caractère commun, nous sommes tous des êtres vivants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'homme de tous ces êtres vivants, celui qui arrive à se particulariser, à prendre comme l'ascendant sur les autres, c'est l'homme. Mais pourquoi l'homme prend l'ascendant? C'est parce que l'homme a la connaissance, l'homme a la culture. Et les animaux n'en ont pas. Le particularisme des animaux. Point. Pour cela, virgule. Pour cela, virgule. Pour cela, virgule. Malson ajoute. 2 points. Malson ajoute. Pour cela, Malson ajoute. Pour cela, Malson ajoute. 2 points, on ouvre les guillemets. Avant la rencontre d'autrui, avant la rencontre d'autrui, avant la rencontre d'autrui, avant la rencontre d'autrui et du groupe, avant la rencontre d'autrui et du groupe, avant la rencontre d'autrui et du groupe, virgule, l'homme n'est rien d'autre que des virtualités. L'homme n'est rien d'autre que des virtualités. Virtualité au tableau. L'homme n'est rien d'autre que des virtualités. Nous avons déjà le mot virtuel qui fait signe vers la visibilité ou vers la vue. L'homme n'est rien d'autre que des virtualités aussi légères que transparentes, aussi légères, parce qu'on dit une virtualité. L'homme n'est rien d'autre que des virtualités aussi légères qu'une transparente vapeur, aussi légère qu'une transparente vapeur. Aussi légère qu'une transparente vapeur. Ça veut dire que il faut expliquer cette affirmation? Non. N'écrivez pas. Vous fermez les guillemets. Pour expliquer cette affirmation, on peut juste prendre
l'expression virtualité aussi légère. Ça veut dire qu'avant que l'homme ne soit cultivé, l'homme naturel, bien sûr, l'homme dans la nature, avant qu'il ne soit cultivé, il était considéré comme une virtualité légère. C'est-à-dire comme un être qui n'avait pas de poids, qui n'avait pas de dimension de responsabilité. Et on ajoute même qu'une transparente vapeur. Une vapeur transparente, c'est une expression qui montre également la bassesse de l'homme dans la nature. Il n'y avait pas une grande distinction, ou j'allais dire un distinguo avec les animaux. Mais c'est quand l'homme accède dans la dimension culturelle qu'il se crée un fossé avec les animaux. L'homme prend l'ascendance sur les animaux, ou j'allais dire le dessus. Vous fermez le guillemet à vapeur. À la ligne. Jean-Paul Sartre soutient que l'homme n'a pas une essence préétablie. L'homme n'a pas une essence préétablie. Je vais écrire préétablie. L'homme n'a pas une essence préétablie. L'homme n'a pas une essence préétablie. Point. Que veut dire préétabli ou préétabli? Ce qui est déjà établi bien avant. Non. Tu as trouvé, mais il y a une fausseté dans ta réponse. Il y a une tautologie qui ne dit pas son nom. Oui, mademoiselle? Mais c'est ça. Mais tu ne veux pas dire ce qui est déjà établi avant. Mais déjà veut dire avant. Tu as trouvé, mais tu as faussé à la fin. Voilà. Donc ça, si on était dans une dissertation, on devait dire, c'est un autre sujet bien traité. Parce que la bonne réponse est là. Préétabli. Nous avons le mot ou le verbe établir. Établir qui veut dire fixer. Ici, comme c'est fixé. L'homme a une essence déjà fixée, comme c'est une essence. Maintenant, on dit préétabli. Ça veut dire fixé d'avance. Pourquoi Sartre le dit? Parce que tout simplement chez Sartre, Sartre ne veut pas des paresseux. Sartre, c'est un philosophe qui ne veut pas qu'on se cache derrière la divinité. Pour Jean-Paul Sartre, vous êtes des candidats au bac. Si tu échoues, tu vas échouer parce que tu n'as pas fourni des efforts. Il n'y a pas à dire que Dieu avait déjà établi que je vais échouer. Non, c'est ce que Sartre ne veut pas. Nombreux ne veulent pas travailler et vont se cacher derrière Dieu. Dieu avait déjà établi que cette année, ce n'est pas mon année. Non. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une décision déjà préétablie. C'est comme l'essence humaine. C'est à chaque homme d'écrire une page de son histoire. C'est à chaque homme d'établir sa nature. La nature n'est pas donnée à l'avance, mais c'est chaque homme qui doit chercher sa véritable nature. Je reviens sur l'exemple que je viens de prendre. Si vous voulez devenir des ministres, c'est à vous de fournir des efforts. Ce n'est pas en croisant les bras chez vous comme il y en a vous cherchez, mais c'est en vous engageant. Vous êtes un projet, vous êtes appelé à vous réaliser. Mais cette réalisation nécessite l'action et l'agir de l'homme. Ce n'est pas
naturellement que l'homme doit croiser les bras à la maison, tu croises les bras à la maison et tu es appelé à devenir ministre. Jean-Paul Sartre dit que cette nature n'est pas préétablie. Je reviens à l'exemple que je viens de prendre. Tu es candidat au bac, tu croises tes bras, tu ne travailles pas, tu ne fournis pas d'efforts. Es-tu sûr que tu auras le bac? Non. Les résultats ne sont pas préétablis. Pour dire qu'à la DEC, il y a déjà ton nom. Non. C'est par rapport à ton engagement, tel que tu vas travailler, tel que tu vas te déterminer. À la fin, on aura le résultat. Le résultat escompté ou souhaité. Voilà la philosophie de Sartre. Sartre ne veut pas tellement. Si Sartre combat la notion de Dieu parce qu'il se rend compte que nombreux sont devenus paresseux en se cachant derrière Dieu. Il faut comprendre un peu la grandeur ou la dimension ou l'immensité de la pensée de Sartre. Jean-Paul Sartre devient un grand philosophe parce que il arrive à lire ou à examiner ce qui est caché. Voilà les gens. Il y a un problème parfois grave dans la société, mais on préfère aller se cacher dans les églises. Non. Sartre ne veut pas entendre cela. La véritable nature humaine découle de son engagement. Raison pour laquelle il met la notion de Dieu de côté. Parce que si on peut se confier, si tous, on peut se cacher derrière Dieu, tous on deviendra paresseux. Mais finalement, qui va travailler? Ce n'est pas que Sartre ne veut pas que Dieu existe. Non. Mais lui se rend compte que tous les paresseux veulent se cacher derrière ce concept. Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Très bien. Mais parce que l'homme pouvait faire. Toi, tu dis pratiquement le contraire. Sartre ne dit pas si Dieu n'existait pas. Sartre dit si Dieu existait, tout serait permis. Cette affirmation est même reprise par Dostoïevski. Qu'est-ce que Sartre veut dire? Mais si Dieu existait, tu peux commettre tes péchés si tu vas t'agenouiller chez Dieu et on te pardonne. Les hommes pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Je peux tuer Mohamed tout à l'heure et aller demander pardon. Mais puisque, même s'il existe réellement, ce n'est pas que monsieur est athée, monsieur est baptisé. Hein? Je vous mets déjà en garde. Vous risquerez de voir des prétentions que je sois athée. Non, je ne suis pas athée. Mais Sartre le dit parce que Sartre se rend compte qu'il y a un piège. Dieu peut exister, mais on ne connaît pas réellement là où il se trouve. Et c'est ce qui est avantageux pour Sartre, pour permettre à chaque homme de s'engager. Pour revenir sur le mot préétabli, vous allez constater que dans l'existentialisme de Sartre, la nature humaine n'a pas une essence déjà fixée. Pour dire que tu vas dormir chez toi, tu vas te réveiller, monsieur, tu deviens ceci. Tu deviens docteur en croisant les bras chez toi. Non, c'est en travaillant. Point. Il n'est que le résultat de ce qu'il fait. L'homme n'a pas une essence préétablie, il n'est que le résultat de ce qu'il fait. Il n'est que le résultat de ce qu'il fait. Il n'est que le résultat de ce qu'il fait. Là aussi, nous sommes toujours dans la dimension sartrienne. Tu ne peux pas apprendre la conduite. Tu n'as appris que la conduite dans ta vie. Tu n'es pas allé sur le banc de l'école et demain, on va te donner le titre, bon, professeur des universités intel. Non. Tu seras chauffeur. Parce que c'est le choix que tu as eu à opérer dans ta vie. C'est ce que ça te dit. Ce qu'il fait.
Il n'est que le résultat de ce qu'il fait, virgule, de ce qu'il veut être. Très bien, de ce qu'il veut être. C'est à chacun de nous de savoir ce que nous voulons être. De ce qu'il veut être. De ce qu'il veut être. Puisqu'il a une liberté indéfinie de devenir. Puisqu'il a une liberté. Puisqu'il a une liberté. Puisqu'il a une liberté indéfinie puisqu'il a une liberté indéfinie de devenir ce qu'il n'est pas. Puisqu'il y a une liberté indéfinie de devenir ce qu'il n'est pas. De devenir ce qu'il n'est pas. Point. Il se définit donc par le choix. Il s'agit d'un homme. Il se définit donc par le choix, virgule, par les actes. Il se définit donc par le choix, virgule, par des actes, car il est un projet. Car il est un projet. Car il est un projet. Il est un projet. Point. Là où vous êtes des projets. Parce qu'on ne sait pas ce que vous allez devenir. Vous êtes des projets parce que vous êtes en devenir. Car il est un projet. Point. Dont l'existentialisme est un humanisme. Dont l'existentialisme dont l'existentialisme est un humanisme, c'est le titre de son ouvrage, virgule, Sartre stipule, ça veut dire affirmer. Sartre stipule, deux points. Il n'y a pas de nature humaine. Sartre stipule, deux points. Il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine. Puisqu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir. Il n'y a pas de nature humaine. Puisqu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir. Il n'y a pas de nature humaine. Puisqu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir. On va faire l'exégèse de cette affirmation. Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir. Voilà l'affirmation au tableau.
Vous êtes loin. On va se concentrer sur cette affirmation sartrienne, puisque nous tendons aussi vers la fin du cours. Il n'est pas question d'aller trop vite, mais de marteler sur les explications. Parce que le cours, n'importe qui peut faire la photocopie de ce cours à la fin. Mais le plus important, c'est la bonne compréhension ou la compréhension de ce cours. Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir. Dès la première phrase, vous constatez que Sartre est clair. Il refuse la nature humaine. Mais si quelqu'un refuse la nature humaine, c'est que ce philosophe est pour la culture. Parce que ici, la nature s'oppose à la culture. Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait une nature humaine, on devait d'abord voir Dieu exister quelque part. Étant donné que la notion de Dieu pose déjà problème chez Sartre. Mais d'où cette nature viendra? Puisque la véritable nature, c'est la nature que l'homme doit avoir dans la société. C'est cette nature qui devient finalement culturelle. Il n'y a pas une nature déjà donnée. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas une nature déjà donnée. La nature de l'homme, c'est cette nature que l'homme doit obtenir au bout du travail. Mais cette nature doit devenir culturelle. Culturelle parce qu'elle découle du travail. Raison pour laquelle Sartre met en crise la notion de Dieu. Qui a une question à ce niveau? Qui a une question? Donc tout est clair. Merci. On va avancer. Donc, on a bouclé avec la culture. On peut finalement dégager les rapports qui y existent. Vous écrivez rapidement. On va intituler le grand 3. Là, on était au grand 1. On prend le grand 2. Les rapports entre la nature et la culture. Les rapports entre la nature et la culture. Voilà. On va d'abord avancer et revenir sur les explications. Faute de temps, nous devons finir cette partie et on va revenir. Ne vous en faites pas. À la ligne, lorsqu'on observe l'être humain, 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 virgule, nous relevons que biologiquement, il est du règne animal. Lorsqu'on observe l'être humain, nous relevons que biologiquement, il est du règne animal. Il est du règne animal. Point. Il fait partie des espèces naturelles. Il fait partie des espèces naturelles
Il fait partie des espèces naturelles. Et donc, lui aussi est un être naturel. Et donc, lui aussi est un être naturel. Et donc, lui aussi est un être naturel. Point. Cependant, virgule, cependant, virgule, cette différence marquée en raison, fait de l'homme un être social. Fait de l'homme un être social. Fait de l'homme un être social. Car il décide de se démarquer de l'animal. Car il décide de se démarquer de l'animal. Car il décide de se démarquer de l'animal. Par l'éducation et l'insertion dans la société. 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 Et l'insertion dans la société. Point. Par l'éducation et l'insertion dans la société. Point. Vous pouvez déposer vos stylos. Qui peut me résumer ce qu'il a retenu aujourd'hui sur la dimension culturelle? Qui peut me dire ce qu'il a retenu sur la dimension culturelle de l'homme? Soit chez Marx, soit chez Malson, ou encore chez Jean-Paul Sartre. Qui peut me dire ce qu'il a retenu sur la dimension culturelle de l'homme? Oui, monsieur Lyon? Sur la dimension culturelle de l'homme, oui. J'ai retenu que l'homme est culturel, Oui. l'homme est déterminé par la culture parce que c'est par son travail, par ce qu'il fait, que l'homme s'affirme comme être humain sur la nature. Très bien, monsieur Lyon. Oui, monsieur Mohamed veut ajouter quelque chose? Oui. 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 J'ai tout simplement retenu qu'à la naissance, l'homme n'a. Oui. De façon simple, Mohamed. Oui. Mets-toi à l'aise, petit. Réponds oui. À la naissance, oui. De façon simple, à la naissance, l'homme n'a pas vraiment l'égalité de l'être humain. Oui. C'est à la société qu'il arrive à écrire son histoire pour se déterminer comme un être humain. Un être humain. Et le fait d'écrire, puisque l'homme arrive avec quelques prédispositions, mais le fait d'ajouter, de modifier ses prédispositions par le travail, c'est ce qui fait de lui un être culturel. Il devient culturel parce qu'il arrive à transformer ou à modifier. Ou encore, on peut dire qu'il est comme surdétermination de sa première nature par une deuxième nature qui devient une dimension culturelle. Merci. Donc, je vous ai communiqué un sujet de réflexion que vous pouvez traiter à la maison et me ramener prochainement pour essayer de voir qu'est-ce que vous avez saisi sur les deux dimensions, notamment les dimensions naturelles et culturelles. Et je reprécise le sujet, l'homme est-il le produit de l'hérédité? Point d'interrogation. Je vous remercie. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne.
L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.